Bonsoir à tous, Véronique Jacquier, Nathan Dever, Yvan Rieufol que vous connaissez, et en revanche je vous présente Gilles Rémy que vous allez peut-être découvrir. Vous êtes chef d'entreprise en Russie, en Asie centrale, ça fait 35 ans que vous connaissez par cœur ces contrées, et ce qui nous intéressait ce soir c'était précisément votre expertise. Mais avant de parler de la situation en Ukraine, des derniers combats, je voudrais revenir sur ce qui se passe ces dernières secondes quasiment, ces dernières minutes, puisque le cessez-le-feu qui était imaginé entre la Russie et l'Ukraine a été négocié sans doute par le Premier ministre israélien qui a rencontré Vladimir Poutine il y a quelques jours. Tout ça, il n'y avait pas les caméras et il n'y a pas eu la publicité qui a été faite entre les échanges entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Mais là, on va peut-être arriver, me disiez-vous, parce que vous connaissez bien, je le répète, vous connaissez bien cette géographie, on va peut-être arriver à une négociation possible. Oui, on peut l'espérer, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières minutes ? Écoutez, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on sait, parce que ça a très peu filtré, c'est que le Premier ministre israélien était à Moscou samedi. Il a passé au moins 3 heures avec Poutine. Il était accompagné de son ministre de la Construction, parce que son ministre de la Construction est originaire de l'Ukraine et il a servi de traducteur. Et ensuite, Bennett est parti à Berlin, il a rencontré Scholz, et il a rappelé ensuite Poutine. Et depuis, on ne sait rien n'a filtré. C'est seulement avant d'arriver... Pourquoi Emmanuel Macron n'est pas dans la boucle ? Je ne sais pas. Et l'information qu'on a sur 4 conditions qui seraient posées par les Russes, c'est de l'information de la dernière demi-heure, qui est passée par les agences de presse anglo-saxonnes. Parce que personne n'en parle encore en France, hein ? J'ai pas vu Pour ça le encore. moment, on est les premiers ce soir à en parler. Qu'est-ce que vous appelez les 4 conditions ? Alors les conditions, c'est reconnaissance de c'est démilitarisation de l'Ukraine, neutralité. Ça, c'est les conditions de Poutine. Conditions de Poutine. Démilitarisation, neutralité, reconnaissance de la dépendance du Donbass et de la Crimée. En fait, c'est... Et dénazification du gouvernement. Enfin, ce qu'il appelle... peut-être dénazification. Donc ça, c'est les conditions de Poutine. C'est les conditions de Poutine. Bon, mais après, elles sont acceptables ? Eh bien, Zelensky a dit, alors, dans la journée, il a dit qu'il allait, je ne veux pas reprendre le terme anglais, mais qu'il allait, calmer les choses sur l'adhésion à l'OTAN. Oui. Donc il y a eu déjà des avancées. On peut supposer aussi qu'il a dû se concerter quand même avec les Américains pour dire ça. Donc il s'est passé des choses aujourd'hui. Oui. Il s'est passé des choses, mais manifestement, en France, elles ne sont pas répercutées de cette manière. C'est ça qui m'étonne pour le moment. Voilà, mais en tout cas, c'est... Et quand vous dites que M. Bennett, le Premier ministre israélien, ce qui m'interpelle le plus dans ce que vous dites, est à Moscou, alors que nous, on est en visio, donc lui, il est allé à Moscou ce week-end, il va voir le chancelier allemand, mais il ne passe pas par la case Élysée. Donc ça m'interpelle. Oui, non, mais j'entends bien, mais ça Le président français nous a dit hier dans son petit débat que la guerre allait encore durer. Il a annoncé que la guerre allait encore durer. Soyons prudents. Oui, bien sûr. Visiblement, on n'a pas les mêmes informations. Voilà, soyons prudents. Nathan Dever. Non, et le Premier ministre israélien, Israël, n'a pas la même relation avec la Russie que la France, pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils ont une frontière commune, entre guillemets, avec la Russie. La Syrie, mais de facto, c'est la Russie. Et une deuxième raison, c'est qu'il y a une population russophone très importante. Donc, ils n'ont pas pris un engagement aussi, je dirais, tranché que la France en faveur de l'Ukraine. Ils se sont mis dans une position, parce qu'ils craignent aussi la Russie. S'ils se mettent dans une situation de conflit direct avec la Russie, ils ne peuvent plus faire leurs frappes, etc. Donc, ils sont dans cette position. Ils ont choisi l'option de la réelle politique, en quelque sorte. 1 million de ressortissants de l'Ukraine et de la Russie en Israël. Ça doit faire à peu près 20% de la population. Et c'est vrai qu'il y a un lien historique entre la Russie et Israël, même avant, j'ai envie de dire, avant la construction, avant la naissance, plus exactement, d'Israël. Oui, à l'époque soviétique, c'est vrai que l'époque soviétique, déjà avant-guerre, et puis a été le premier pays à reconnaître Israël. Et la Russie a aidé, disons-le, les Juifs. Bien avant la naissance d'Israël, il y a un lien historique qui a existé à cette... Mais il y a un lien aussi avec l'Ukraine, qui est différent, qui n'est pas à la même période. On peut discuter quand même de la position d'Israël dans ce conflit. Mais vos infos signifieraient que c'est une forme de camouflet, justement, pour une négociation purement européenne ?
Mais je pense que l'Europe est sortie du jeu de la négociation puisqu'en fait, tout ce qui arrive d'Europe, c'est un pas de plus dans l'escalade. Il va y avoir un sommet, je crois que c'est demain. Aujourd'hui, on a annoncé un nouveau train de mesures. L'Europe ne s'inscrit pas du tout dans une... au contraire, c'est contre-productif, puisque plus vous rajoutez de la sanction, et plus vous raidissez les Russes, et vous leur donnez... Il n'y a pas que l'Europe. Et vous savez, les négociations, c'est que ça va se terminer, probablement, c'est soit la négociation israélienne, on peut souhaiter, si elle est le plus avancée, parce que ce qu'il faut, c'est l'arrêter, cette guerre, le plus vite possible. Mais il peut y avoir aussi une négociation turque. Et puis ce qu'il faudrait espérer, c'est que ça ne soit pas les Chinois qui remportent la mise, parce qu'eux aussi sont prêts pour une négociation. Il n'y a pas que les Européens qui prennent des sanctions. Joe Biden a parlé aujourd'hui. Oui, bon, voilà, les sanctions américaines, il n'y a pas que l'Europe. C'est le monde occidental. Oui. Japon compris. Oui. Qui, selon vous, est exclu de la négociation, qui ne parle pas à Poutine. Bon, c'est une analyse possible, je l'ai dit. Je souris parce que, j'aime bien écouter, comme tout un chacun, comme les téléspectateurs, j'imagine, parfois des analyses différentes, puis après, chacun peut creuser de son côté, lire, confronter ce que vous dites à d'autres personnes. Mais ce que vous dites là apparaît peu aujourd'hui dans les médias, cette analyse. Bon, on en parlera tout à l'heure parce que... Gilles Rémy, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise en Russie, en Asie centrale. Vous nous annonciez tout à l'heure qu'il y avait des négociations entre Israël et Poutine, avec le Premier ministre israélien, qui avaient été menées ce week-end. Le Premier ministre étant reparti en Allemagne, voyant le chancelier Scholz. Et ces négociations pourraient... pourquoi pas aboutir, même si les demandes, et on va les rappeler, les négociations, les demandes de Poutine paraissent quand même difficiles à accepter. On accepterait de fait et l'invasion de l'Ukraine et le Donbass et la démilitarisation de l'Ukraine. Je ne suis pas sûr que les Européens aient envie d'accepter ça. C'est déjà la première des choses, c'est que si ça permet déjà un cessez-le-feu, ça serait déjà quelque chose, une avancée considérable. Ensuite, quand vous démarrez une négociation, vous mettez les points maximaux dans l'échelle de vos exigences, et après on négocie en fonction d'un rapport de force sur le terrain. C'est vrai que la marge de manœuvre de l'Ukraine aujourd'hui, elle est plus faible que celle qu'elle aurait pu avoir il y a 15 jours, ou 3 semaines, ou 3 mois. Je vous propose d'écouter Joe Biden aujourd'hui, qui s'est exprimé notamment sur l'interdiction des importations, et vous me direz le poids aujourd'hui qu'ont les États-Unis dans ce dossier. Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis vont s'attaquer à l'économie russe. Nous interdisons toutes les importations de gaz, de pétrole et d'énergie russe, ce qui veut dire que le pétrole russe ne sera plus accepté dans les ports américains. Et ce sera un autre coup très fort porté à la Russie de Poutine. Cette mesure a un fort soutien bipartisan au Congrès et dans le pays. Il s'agit d'aider le peuple ukrainien et de dire clairement que nous ne subventionnerons pas la guerre de Poutine. Qui a le plus à perdre dans les restrictions qui seront proposées chez les uns et les autres? Est-ce que c'est la Russie ou est-ce que c'est nous, l'Europe? Alors, la Russie va perdre, évidemment, mais cette fois-ci, à la différence de ce qui s'est passé, des sanctions après la Crimée, le coup de boomerang va être très, très, très dur, et surtout, c'est que on prend des mesures et on n'estime pas les dégâts. Alors Biden est bien sympathique là quand il dit on prend plus de pétrole russe, mais c'est marginal, ça représente quelques pourcents de leur consommation. Et il dit je vais pas payer l'effort de guerre. Ça veut dire qu'avec le gaz russe, on paye l'effort de guerre. Vous imaginez la situation. Je vois la Bulgarie ne peut pas s'en passer. C'est une catastrophe économique. En France, si on arrête le gaz russe, enfin c'est surtout l'Allemagne qu'on a besoin. Oui, parce que nous on est à hauteur de 15%, paraît-il. 17. Mais les effets, comme on a connecté sur le marché de l'énergie, le gaz et l'électricité, même si nous on produit l'électricité la moins chère du monde, on paiera l'électricité. Mais quand vous dites le boomerang, c'est pour ça que je dis les sanctions. Quand je dis qui a le plus à perdre à l'arrivée, c'est la Russie, bien évidemment, mais nous, Français, ces sanctions qui sont prises par l'Europe et donc par la France, est-ce que nous, on va le payer au prix cher? Très cher.
Et je pense que ça sera d'autant plus dur que nous, à la différence des Russes, qui ont pris quand même beaucoup de coups sur la tête depuis des années, et même les 30 dernières années, avec des crises. Les années 90, c'est 50% de chute de l'économie, production. Nous, quand on est à -5, ça a des effets considérables dans l'opinion. Là, on ne peut pas mesurer les conséquences. Mais alors oui, mais concrètement concrètement, sur quel secteur d'activité? C'est toute l'industrie française qui consomme de l'électricité, du gaz, avec des prix qui peuvent doubler, tripler. L'État ne pourra pas compenser. Et pourquoi l'électricité, on est plutôt autonome? Non, parce que tout est connecté aujourd'hui. Le prix de l'électricité est connecté à celui du gaz. Et même avec 17% de gaz Oui, parce que les marchés sont européens. Bon, alors d'accord pour l'énergie. Donc l'énergie, j'imagine aussi que ceux qui font du business avec la Russie vont plus pouvoir en faire. C'était les banques notamment vont être en difficulté de ça, mais j'avais le sentiment que ça pourrait être marginal pour le Français qui nous écoute. Le Français déjà il a payé son litre d'essence à 2 €, peut-être 3 € demain, et on ne sait pas combien après-demain. Ça va être le premier effet. Les prix agricoles vont augmenter. Les prix agricoles vont augmenter parce qu'il suffit qu'il y ait des blocages sur les exportations russes ukrainiennes qui doivent faire à peu près 40%. Les prix des céréales qui servent à nourrir les bovins, la viande va augmenter. Tout va augmenter dans des proportions considérables. Considérable, oui. Et sans parler des difficultés aussi, les engrais, une grande partie des engrais sont importés. De la potasse, ça vient de Biélorussie. Les plus grands producteurs sont les Biélorusses et les Russes. Yvan Rieufol, parce que ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu, les conséquences pour nous. Et c'est vrai que j'ai voulu aussi que vous veniez là ce soir, parce que vous êtes chef d'entreprise, je le rappelle, et que ces conséquences économiques qui sont dures à évaluer, on en parle assez peu. Je parle vraiment pour nous Français. Yvan. La question que je me pose, pourquoi est-ce que la Russie, dans ce bras de fer, ne s'oblige pas également, elle, à interdire qu'elle exporte son gaz à l'Allemagne et à tous les pays qui en sont tributaires? Pourquoi est-ce qu'elle ne joue pas ce jeu-là? Parce que là, ça serait la dernière étape avant la guerre. C'est la guerre économique totale. Et effectivement, c'est... Donc la Russie retient ses coups pour l'instant. Oui, ça fait partie. Comme d'ailleurs, la Russie n'a pas encore présenté les contre-sanctions. Parce que là, on a les sanctions européennes, donc ils doivent attendre de voir quelles sont celles jusqu'où ça va aller. Et puis ensuite, on verra quelles sont les contre-sanctions. Bon. Un mot sur Zelensky, peut-être, et on va dans une vidéo publiée aujourd'hui, il dénonce les promesses non tenues des Occidentaux, estimant qu'ils n'ont pas sécurisé notamment le ciel ukrainien des assassins russes. Cela fait 13 jours qu'on entend des promesses, 13 jours qu'on nous dit qu'on nous aidera dans le ciel, qu'il y aura des avions, qu'on nous les livrera, mais la responsabilité pour cela repose aussi sur ceux qui n'ont pas été capables de prendre une décision en Occident depuis 13 jours, sur ceux qui n'ont pas sécurisé le ciel ukrainien des assassins russes. Ça ne va pas bouger. S'il y a effectivement le blocage aérien au sud de l'Ukraine, c'est une mesure qui est pratiquement un engagement de l'OTAN. Oui. Il faudra le faire respecter. Donc ça veut dire quoi? Les F-35 tireront sur les Sukhoi, c'est la guerre. Oui. Donc ça, effectivement... le sujet ne se pose pas. Enfin, j'espère bien. Et les Russes l'ont dit, que s'il y avait une no-fly zone, ils considéraient les pays impliqués comme des co-belligérants. Mais on est déjà à la limite, On est déjà à la limite, parce que quand on fournit des armes, des Stinger qui peuvent abattre des avions, etc. J'allais vous dire une question un peu... Et la morale dans tout ça? Qu'est-ce que vous en faites? La morale? Oui, la morale, c'est moral d'aider peut-être les Ukrainiens. Oui, mais c'est la morale, effectivement, et chacun agit en fonction de sa propre morale, oui. Et vous avez, c'est pour ça qu'on a cet élan de solidarité envers l'Ukraine, il est envers les Ukrainiens. Et je suis rentré hier de Moscou, quand il y a un élan de solidarité. Vous êtes rentré comment d'ailleurs? Pardon? Vous êtes rentré comment? Je suis passé par la Serbie. Parce qu'effectivement... il n'y a plus de liaison. Il n'y a plus de liaison en France. Ouais. Eh bien, les Russes, ils sont solidaires aussi, selon eux, selon leur morale, des Ukrainiens. Les Ukrainiens du Donbass, depuis 8 ans, qui sont... martyrisés, selon eux. Donc chacun a sa morale et chacun a sa solidarité et chacun est persuadé dans son bon droit. Vous étiez à Moscou hier ou avant-hier? Je suis arrivé hier matin, je suis parti dimanche soir. Ouais. Bon, vous avez le sentiment aujourd'hui que les Russes sont derrière Poutine? J'ai le sentiment que c'est... Alors j'ai connu l'euphorie qu'il y a eu après la Crimée, ça n'a rien à voir. C'est une forme de résignation, de fatalisme.
où 70%, bon, il y a des sondages, on va dire, les sondages valent pas grand-chose, mais enfin, il y a quand même 4 instituts qui en ont fait. Tout le monde s'accorde pour dire à peu près 70% des gens considèrent que c'est terrible, mais que le problème, c'est l'OTAN, quoi. C'est l'appartenance de l'Ukraine à l'OTAN, et ça, c'est un truc qui passe pas. Y compris la population. Il nous reste quelques secondes parce que je vois que déjà Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk sont en place. Il nous reste juste une 30. Moi, il y avait simplement une question que je pose quasiment tous les jours. Évidemment qu'il va peut-être ou sans doute gagner militairement Poutine. Mais après, il va se retrouver donc avec ce pays qui ne veut pas de lui. Qu'est-ce qu'il va faire de sa victoire? Ma question, elle est très naïve d'ailleurs, peut-être. Mais comment tu fais avec 40 millions d'Ukrainiens qui ne veulent pas de toi, sans doute? Comment tu fais? Non, mais il y aura un redécoupage peut-être de l'Ukraine avec les zones qui sont plutôt acquises, qui sont russes, de russophones. Il va pas, il peut pas. L'Ukraine, c'est grand comme la France, la Russie. Puis l'Ukraine, c'est un poids. Je vous rappelle quand même. Faut en tant qu'Européen, il faut y penser. Il y a 30 ans. Un Ukrainien et un Russe, c'était le même niveau de vie. Aujourd'hui, un Ukrainien, c'est 3 fois moins qu'un Russe, au niveau de vie. Donc, c'est un pays dans une situation très très difficile. Merci de votre témoignage. On vous avait demandé de passer par le plateau de CNews. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise depuis de nombreuses années et que vous connaissez bien la géographie de la Russie, de l'Ukraine, et que vous avez pu ce soir nous apporter quelques éléments d'information.